Bonsoir à toutes et à tous. Le YIVO a 100 ans et il nous a semblé essentiel, voire même incontournable, de revenir sur l'histoire de cette institution. C'était la même volonté pour la Maison de la Culture Yiddish de revenir sur cette histoire, de consacrer une soirée. Donc avec Macha Fogel, sa directrice, nous avons décidé de vous proposer cette soirée commune. Donc nous tenons à remercier infiniment la Maison de la Culture Yiddish de s'associer à nous pour revenir sur l'histoire du YIVO. Et évidemment, un immense merci à Yitzhak Niborski pour sa présence et pour nous raconter cette histoire. Merci infiniment à vous deux et je crois que je vous laisse tout de suite la parole. Mais merci à vous, bien sûr. Merci beaucoup, Sophie. Vous m'entendez ou pas du tout ? Non, bon. Sinon, je parlerai plus. Non, ça va, ça marche. Merci beaucoup, Sophie Andrieux, effectivement, de nous avoir invités et reçus pour parler du YIVO au moment de l'année où on fête ses 100 ans, avec Yitzhak Niborski, que vous connaissez tous, linguiste, lexicographe. Je me permets de dire l'un des plus grands spécialistes contemporains du yiddish, co-auteur du dictionnaire yiddish-français de référence, et dont on peut dire que son parcours personnel, intellectuel et scientifique est lié à l'héritage du YIVO. Donc voilà, nous allons entamer avec vous un dialogue sur les 100 ans d'histoire de cette institution, 100 ans de recherche, 100 ans de mémoire, et parce que nous, à la Maison de la Culture Yiddish, eh bien, nous nous sentons les héritiers, à notre échelle, de l'élan fondateur du YIVO qui a voulu transmettre et étudier le yiddish jusqu'à aujourd'hui. Puisque le YIVO est né, donc, vous l'avez compris, en 1925, à Vilnius, en Lituanie, Vilno, en Pologne, à l'époque. En yiddish, cet institut scientifique juif s'appelle le Jiddischer Wissenschaftlicher Institut, c'est-à-dire l'Institut scientifique juif ou l'Institut scientifique yiddish, yiddish signifiant à la fois juif et la langue juive, le yiddish. Et cette institution voulait être un toit, voulait donner un toit à la culture yiddish qui allait à l'époque sur les routes, peut-être un peu comme aujourd'hui. Et le but de cet institut était à la fois de standardiser la langue yiddish et de collecter des éléments de la culture juive ashkénaze. Donc voilà, on vous donnera bien sûr bien davantage de détails tout à l'heure, mais voilà ce qu'est le YIVO. Aujourd'hui, le YIVO se trouve à New York. C'est toujours une référence mondiale pour l'étude de la culture et de l'univers ashkénaze. Ça se trouve dans un bâtiment abrité par le Center for Jewish History, dans Manhattan, plutôt au sud de Manhattan. Et donc, ça s'appelle aujourd'hui le Institute for Jewish Research. Mais l'Institut garde son logo et son acronyme YIVO. Voilà à gauche le logo tel qu'il a été pensé au départ et à droite le logo actuel. Donc, vous voyez qu'on a gardé à l'intérieur cette écriture. On voit deux Yud en fait pour Yiddischer. On voit deux Vov pour Wissenschaftlicher et un Aleph pour Institut. C'est la première lettre de l'Institut. Voilà. Donc les lettres ont été conservées comme ça, et simplement, ça ne s'appelle pas exactement de la même façon. Voilà. Donc, je propose de tout de suite commencer notre discussion avec Yitzhak. Et Yitzhak, alors c'est très perturbant pour moi parce qu'on ne se parle jamais en français avec Yitzhak. Donc, bref, est-ce que je peux te demander de nous parler du contexte dans lequel cet institut a été créé,
c'est-à-dire à 1925, à quel point se trouve-t-on de l'histoire juive et de l'histoire de la langue et de la culture yiddish? Oui, bon, de l'histoire juive, vous le savez, pas besoin que je vous l'explique, mais malgré cette époque déjà très agitée en Europe, et dans les années 20, régnait un esprit quand même optimiste en ce qui concerne les possibilités de développement de la vie juive sur place. Oui, c'est curieux parce que, vu de notre perspective, quelques années, 25, 33, pourquoi serait-il si différent? Mais c'était très différent. Et un écrivain yiddish qui avait une vision, une grande sensibilité pour capter l'esprit de l'époque, Meir Ravitch, qui était dans les années 20, il était le secrétaire de l'association d'écrivains yiddish à Varsovie, et qui était un auteur prolifique et une figure centrale dans la vie culturelle juive. Il a écrit rétrospectivement que dans les années 20, tout semblait possible à Varsovie. Dès le début des années 30, rien ne semblait plus possible, à tel point que lui-même, il est parti pour l'Australie. Oui. C'était très contrastant. Donc, dans les années 20, du point de vue, en tout cas, de la culture juive, de la culture yiddish, même de la culture juive en hébreu, c'est aussi l'époque de gloire des écoles Tarbut, qui étaient sionistes, mais qui menaient une activité incroyable en hébreu, qui formait des générations d'hébraïsants brillants. Et donc, une époque optimiste. Et pour ce qui est du yiddish, c'est l'époque où prévaut, des deux côtés du tableau, du côté non sioniste et du côté sioniste aussi, l'idée que le yiddish est un grand élément pour la construction non seulement de l'identité juive, mais la construction de la vie juive pour les sionistes, disons, en dehors de la Palestine, mais en tout cas les sionistes laboristes, le sionisme laboriste, le sionisme de Beir Borochov, qui a été l'un des théoriciens du yiddishisme dans les années 1910-1915. Et ce sionisme, il était tout pénétré de l'idée que le yiddish était le grand instrument pour construire la vie, la culture, le développement des juifs partout dans le monde. Et c'est dans cet esprit que les chercheurs, mais pas seulement les chercheurs, il y avait énormément de gens parmi les responsables associatifs, parmi les écrivains, parmi les journalistes, parmi le public en général. Il y avait vraiment une idée assez diffusée comme quoi il fallait que la science juive, la science du judaïsme, s'habille déjà de la langue du peuple sur lequel elle mène les études, c'est-à-dire qu'elle prenne finalement les habits du yiddish. Peut-être qu'on peut rappeler que lors d'un recensement qui avait été fait en 1897 dans l'Empire russe, on avait compté que 95% des Juifs qui habitaient sur ce territoire parlaient le yiddish. Donc c'était une langue incontournable dans cette région, et on peut estimer qu'en 1925, donc au moment où débute notre histoire, à peu près 80% des Juifs en général parlent yiddish. Donc c'est vraiment on n'imagine pas forcément faire sans. Et c'est vrai qu'on peut aussi rappeler que même dans les engagements politiques en faveur d'un nationalisme juif, d'une nation juive, il n'y avait pas forcément d'un côté le sionisme avec l'hébreu et de l'autre d'autres mouvements avec le yiddish, comme le mouvement bundiste par exemple avec le yiddish. Les deux pouvaient se rencontrer. Il pouvait tout à fait y avoir des sionistes yiddishistes et des socialistes hébraïsants. Oui, disons la première catégorie plus nombreuse que la seconde, c'est-à-dire des socialistes hébraïsants, il y en avait beaucoup, mais qui travaillaient pour l'hébreu, pas tellement. Ce n'était pas leur priorité. Oui. Donc là, on voit où on en est de l'histoire du yiddish en 1925. Et est-ce que vous pouvez nous dire, dans ce contexte-là, comment
va naître l'idée de créer une structure comme le YIVO. Qui a cette idée et quels objectifs vont être dessinés? Bon. Et il y a déjà un début de recherche scientifique en yiddish avant le YIVO. Et ça commence par la linguistique. Je dis en yiddish parce que, bien sûr, la recherche scientifique sur le judaïsme, sur son histoire, son folklore, sa religion, etc., existe depuis le début du XIXe siècle, depuis la Wissenschaft des Judentums en Allemagne. Il y a déjà plusieurs générations de chercheurs avec une production importante en allemand, en russe. Les Lumières juives. Oui, disons, le fruit du mouvement des Lumières juives, qui est cette science du judaïsme et qui a déjà produit beaucoup, mais dans une autre perspective. Et dès le début du XXe siècle, naît cette idée que pour que l'étude de l'histoire, de la tradition, de la culture, etc., des Juifs, pour que cette étude parvienne aux gens sur lesquels elle est menée, c'est-à-dire aux Juifs, il faut qu'on la mène finalement en yiddish et qu'on la publie en yiddish. C'est ça l'une des grandes différences de l'esprit YIVO par rapport à l'esprit de cette science du judaïsme. C'est-à-dire, si on recherche sur le judaïsme, c'est pour servir le résultat de cette recherche aux Juifs, ce qui n'était pas tellement dans l'optique de ceux qui publiaient systématiquement seulement en allemand, en russe et plus tard aussi en anglais. Et voilà, donc les études linguistiques qui étaient menées aussi en allemand pendant le 19e siècle et début du 20e, mais à partir des années 1910, on voit déjà une production d'études linguistiques, folkloriques, philologiques, littéraires, qui sont publiées en yiddish. Et c'est cet esprit, cette idée qu'il faut mettre cela au service des gens qui parlent, qui vivent, qui lisent yiddish, et qui a poussé un certain nombre de chercheurs, comme par exemple Nochem Shtif, un juif né en Ukraine et qui avait vécu, comme la plupart des intellectuels juifs de l'époque, dans les quatre coins de l'Europe. Oui, parce que tous ces gens-là avaient eu leur période berlinoise, leur période varsovienne, leur période à Pétersbourg et leurs différents parcours dans les bourgades et les villes juives de toute la zone de résidence dans l'Empire tsariste. Eh bien, il était à Berlin au début des années 20 et c'est lui qui a lancé l'initiative Nochem Shtif. Et il a écrit à des chercheurs qui étaient déjà connus, mais il y avait déjà toute une petite famille, pas si petite que ça d'ailleurs, qui faisait ce que le YIVO a commencé à faire en grand, c'est-à-dire la recherche de l'histoire, de la culture, de la langue et du folklore juif en yiddish et pour les yiddishophones. Et déjà, il s'agit presque de nourrir le peuple juif de sa propre connaissance. Exactement, c'est cette idée. Et il a commencé à donner ses fruits, même avant la Première Guerre mondiale, déjà à Vilna, où est publié en 1913 un beau volume format encyclopédie qui s'appelle le Pinkas, donc les annales de Vilnius, et où il y a, par exemple, les travaux de Ber Borechov, ce jeune homme génial qui a inventé le sionisme laboriste et a inventé aussi la philologie yiddish en yiddish. Et il publie là sa bibliographie du philologue juif avec des volumes qu'il a consultés dans 15 bibliothèques européennes sans avoir un sou en poche. Il s'est débrouillé pour voyager partout en Europe et pour faire une immense bibliographie de toute la littérature yiddish ancienne. Et bref, il y a beaucoup d'autres publications dans ces volumes qui montrent que la chose est mûre. Il y a déjà une famille de chercheurs qui sont d'accord
pour faire ça. Donc, est-ce qu'on pourrait récapituler en disant que les Lumières arrivées en territoire juif ont permis de séparer la religion de l'étude émancipée de la religion ou des sciences juives, et que dans un deuxième temps, il y a eu une volonté de produire une connaissance, non pas simplement pour le monde extérieur, mais pour les Juifs eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes étaient en voie d'émancipation, en fait. C'est-à-dire qu'ils apprenaient à se connaître eux-mêmes. Je ne saurais pas si le mot émancipation est ce qu'il faut, mais ils étaient en voie d'une ouverture, d'un développement qui justifiait ces changements. Et voilà. C'est un terme idéologique, effectivement. Oui, mais l'idée aussi que c'est l'époque où, même si on n'est pas un gauchiste convaincu, mais on pense tout de même que la culture est pour les masses, ce qui n'était pas forcément l'idée des chercheurs des Wissenschaft des Judentums 50, 60, 40, 80 ans auparavant. Et alors, Nochem Stief a l'idée de créer un institut. Il va s'adresser à différentes personnalités. Et il y a une ville en particulier qui va être très réceptive à son appel. Oui, justement, Wilne. Mais ce n'était pas prévu d'emblée. Stief, il pensait que ça ferait mieux à Berlin. Lui-même était à Berlin. Les choses bougeaient incroyablement à l'époque. Stief était à Berlin, convaincu qu'un institut juif, des sciences juives, pouvait voir le jour à Berlin en 1925, en 1924, 1923, alors qu'il commence à écrire. En 1925, on est tous d'accord que c'est à Vilnius. En 1927, Stief émigre en Union soviétique parce qu'on l'invite pour diriger une chaire de yiddish à Minsk, à l'époque où la révolution russe favorisait beaucoup les cultures minoritaires et la culture yiddish en particulier, et où il y avait des chaires de yiddish à Minsk et à Kharkov. Alors, tout d'un coup, vous voyez, on cherche les lieux où ça ira mieux. Mais pour Vilnius, c'était plutôt évident, parce que c'était une ville où il y avait déjà un système d'éducation en yiddish qui fonctionnait. En Pologne aussi, on avait fondé les Tzischo, l'organisation centrale des écoles laïques en yiddish, en 1920. Mais elle n'avait pas encore le développement qu'il y avait à Vilnius, où il existait déjà des lycées yiddish de très haute qualité en 1922-1923. Donc, c'était une ville qui vivait en yiddish, une ville, un détail très important, la classe intellectuelle, qui normalement, dans d'autres grandes communautés juives, elle était russophone ou polonophone. Les médecins, les avocats, les pharmaciens, ils étaient partout plutôt assimilés linguistiquement, pas à Vilnius, où ils parlaient yiddish, ils vivaient en yiddish, même ce type d'intellectuels. Donc il y avait tout un substrat, tout un lieu où le yiddish était chez soi de plusieurs manières. Un système d'éducation laïque avancé, de bon niveau, et le yiddish dans tous les strates de la société. Et peut-être aussi une moins grande opposition entre les autorités religieuses et le monde de la culture. Probablement. Puisque la bibliothèque, la fameuse bibliothèque Strachun de Vilnius, je vais vous montrer des images, se trouvait adossée en fait à une grande synagogue. Enfin, elle était dans une cour de Oui, synagogue. Non seulement, mais le bibliothécaire légendaire de la bibliothèque Strachun, Heiko Lunsky, il était lui-même un juif pieux, mais il accueillait tous les jeunes écrivains yiddish, l'un plus à gauche que l'autre, et il servait toute la communauté. Vous voyez, c'est la bibliothèque qu'on voit sur l'image de droite. C'est une partie de cette bibliothèque. En fait, il y avait à la fois des gens très pieux qui y venaient et des gens pas religieux du tout. Et donc, il y avait une cohabitation possible entre une littérature profane et une littérature religieuse. Oui. Et à gauche, on voit une rue typique du quartier juif de Vilnius.
Et c'est dans cet environnement que va s'installer le YIVO. Alors le YIVO, voilà, là on voit le bâtiment que c'est. Quand il est construit, on a voulu faire quelque chose de très moderne, pas dans le quartier juif de Vilnius, vous voyez, c'est pas du tout dans ces petites ruelles-là. On a essayé de faire quelque chose de vraiment très moderne, très propre pour l'époque, un peu hygiénique comme ça, avec de la pelouse, alors que dans le quartier juif, il n'y avait pas du tout d'arbres, pas du tout de verdure. Donc voilà, on a voulu innover et faire quelque chose de vraiment tourné vers l'avenir. Et un détail anecdotique, l'un des responsables du YIVO de l'époque a expliqué qu'ils avaient décidé en 1929 de bâtir leur local propre, et après avoir passé déjà donc plusieurs années dans les installations du Comité central pour l'éducation juive, mais ils ont décidé ça simplement parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour payer les loyers. Alors ils ont décidé de bâtir leur propre bâtiment. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que le YIVO est arrivé à avoir sa maison avec 4500 mètres carrés de surface. Et alors, qu'est-ce qu'on étudiait dans ces 4500 mètres carrés? Est-ce que vous pouvez nous parler des différents départements académiques? En yiddish, on peut se tutoyer en français aussi. C'est vrai. Je vous avais dit que c'était perturbant. Et bon, déjà, on a installé là-bas ce qui existait déjà dans les locaux antérieurs, c'est-à-dire les quelques sections dans lesquelles était divisé le travail du YIVO. Parce qu'Institut scientifique, il ne s'occupait pas de toutes les sciences. Il s'occupait des sciences du yiddish, c'est-à-dire linguistique, philologie, ça, et l'histoire, l'éducation, la pédagogie et la psychologie, et à un moment donné aussi l'économie. Économie, statistique, sociologie, c'était ça les domaines que le YIVO avait choisis pour son activité scientifique. Et ça fonctionnait dans les locales, mais ça ne fonctionnait pas seulement dans le local, parce que la vocation du YIVO était justement pas décentralisée exactement, mais de coordonner une activité scientifique en yiddish éparpillée par le monde. L'idée était plutôt partageuse et s'aimer plutôt que centralisée. C'est de ce point de vue qu'elles étaient, pas seulement de ce point de vue, mais aussi de ce point de vue qu'elles étaient très, très différentes. C'est des énormes institutions qui sont nées la même année, l'Université hébraïque de Jérusalem et le YIVO, qui ont été tous les deux fondés en 1925. Jérusalem voulait centraliser, c'est-à-dire elle voulait que les chercheurs juifs viennent s'installer à Jérusalem, viennent enseigner à Jérusalem et par la suite aussi publier, etc., etc. Tandis que le YIVO n'avait pas l'idée que les chercheurs juifs allaient s'installer forcément à Vilnius. Il y en avait pas mal qui y vivaient déjà, mais l'idée était de coordonner, de donner un élan, de donner une impulsion, de discuter ensemble des méthodes, des objectifs de la recherche, beaucoup plus que d'amener les gens sur place. Donc, c'est dans ces bâtiments qu'on faisait, mais ce n'est pas forcément dans ces bâtiments. Dans ces bâtiments, au bout de quelques années, on a fondé une grande bibliothèque, pas si grande par le nombre de livres, 40 000, on a réussi à réunir jusqu'à la guerre, mais la qualité des ouvrages qu'on a ramassés, des archives avec autour de 100 000 unités déjà au début des années 1930, et aussi dans les années, à partir de 1933, si je ne me trompe pas, ce qu'on a appelé aspirantur, c'est-à-dire des cours supérieurs de recherche dans le domaine yiddish, où étaient formés les nouveaux chercheurs, et qui a eu 5 promotions jusqu'à la guerre, et qui a formé dans les 80 et quelques chercheurs,
dans les domaines qui étaient ceux choisis par les Yivot. Donc c'était fondamentalement ça qui était abrité, et le travail constant, persévérant, des ramassages des matériaux folkloriques, linguistiques, de documentation. Et là, c'est une particularité aussi du Yivot. Il n'avait pas les moyens. Le Yivot a été toujours un institut pauvre. La construction du local a été faite, comme je vous dis, par manque d'argent pour payer les loyers. Et les collaborateurs, y compris le personnel permanent, étaient rarement payés. Devoir les salaires de toute une année n'était pas très exceptionnel dans les comptes rendus annuels du Yivot. On annonçait que pour tel et tel et tel membre du personnel, on lui devait 6 mois, 10 mois, une année entière de son salaire. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait aucun gouvernement ni aucune instance de quelque sorte qu'il soit pour financer les Yivot. Il y avait un peu d'aide américaine importante parce que le dollar avait une valeur immense en Pologne dans les années 1920-1930 et qu'aux États-Unis, la branche américaine du Yivot est née en octobre 25, c'est-à-dire 3 mois après la fondation de l'Institut à Vilnius. Et il y avait à la tête plusieurs chercheurs importants, intéressants, qui étaient justement dans les mêmes domaines pour lesquels le Yivot a été fondé, le linguiste Yuda Yoff et l'historien Yankev Shatsky, le pédagogue Leib Schleder et encore le folkloriste Yuda Leib Kahn. Donc il y avait des chercheurs et eux, ils avaient la possibilité de réunir un peu de fonds pour aider la centrale à Vilna. Mais le reste, c'était simplement parce qu'il y avait un intérêt populaire important dans cette activité, dans l'activité de l'Institut. Aujourd'hui, ce n'est pas pensable que la souscription populaire puisse entretenir un institut de recherche. Mais c'est un peu ce qui s'est passé à Vilnius, entretenir à peine. Mais c'était les gens qui donnaient leurs 10 zloty, qui entretenaient le Yivot. Et donc, il n'y avait pas de moyens pour envoyer des chercheurs sur le terrain. Et alors, comment faisait-il, du coup, pour collecter? C'est ça, on formait ce qu'on appelait les amlis, c'est-à-dire les ramasseurs d'informations et de documentation. On prenait des jeunes gens enthousiastes, il y en avait des centaines de jeunes gens enthousiastes qui voulaient avoir cette formation, et donc plusieurs milliers de personnes jeunes ont été orientées par les Yivot pour devenir des collecteurs de documentation, des collecteurs de témoignages historiques, collecteurs de témoignages linguistiques et folkloriques. Et il y avait des cercles de collecteurs. Avec des jeunes femmes, hein, pas, des jeunes hommes, bien sûr. C'est peut-être intéressant de signaler qu'il y avait aussi une présence de jeunes femmes qui voulaient faire ce type d'études. Et nous, on appelait ça les amlers, les collecteurs, et ce sont eux qui ont fourni ce que l'on ne pouvait pas faire avec les modèles classiques de la recherche du terrain, où on envoie les savants, on envoie les vrais chercheurs formés. On n'avait pas les moyens de faire ça. Et les gens faisaient ça à titre bénévole, et ils ont fait un travail formidable à longueur de beaucoup d'années. Et alors, est-ce que vous pouvez est-ce que tu peux, s'il te plaît, Yitzhak, nous dire par quoi étaient motivés tous ces enthousiastes et ces chercheurs en herbe, ou pas forcément chercheurs? Est-ce qu'il y avait une idéologie, un engagement politique dans pour soutenir leur dévouement? Je pense, je ne peux pas dire exactement, je pense que c'était un engagement un peu diffus, pas que politique. Plusieurs mouvements politiques étaient engagés au même titre
dans le YIVO. Ce n'était pas une institution d'un seul mouvement politique. Bien sûr, le Bund voyait avec sympathie, le Bund, le mouvement socialiste, ouvrier, laïque, juif, voyait avec sympathie ce que faisait le YIVO, mais ce n'était pas une institution, ce n'était pas une émanation du Bund, loin s'en fallait. Il y avait à Vilnius particulièrement, aussi à Varsovie, ce qu'on appelait les folkistes, c'est-à-dire un mouvement plutôt idéologiquement centriste. Oui, s'il faut le situer sur la carte de droite et gauche, c'est un mouvement centriste dont l'idée est tout simplement approfondir, développer la culture populaire en yiddish. Et c'était un mouvement puissant qui avait ses militants, qui avait des gens très dévoués. Et un avocat juif, Yosef Tchernichov, était à la tête à Vilnius du mouvement folkiste et il était membre de la direction du YIVO, au même titre que Zelik Kalmanovitch, qui était plutôt un chercheur d'une attitude apolitique, un chercheur apolitique, mais qui, à tout prendre, penchait davantage vers le sionisme que vers le bundisme ou vers le folkisme, qui a finalement, peu avant la guerre, voyant venir les dangers, a envoyé son fils unique en Israël, en Palestine, pas en Israël justement, et qui, lorsqu'il a été déporté, la dernière chose qu'il a dit, ça ne me fait rien, j'ai un fils en Palestine. Oui. Donc, des visions de monde tout à fait disparates étaient dans les YIVO, et c'est cela qui empêche de dire qu'il y avait une idéologie derrière cet élan des jeunes collecteurs. Il y avait tout simplement un sentiment que le YIVO fait une chose dont les gens ont besoin. Il y avait une espèce de... Il y a des époques chez les gens. Il y a des époques où la culture ne joue aucun rôle, ou joue un petit rôle. Il y a des époques où on croit en la culture. C'était une époque où on croyait en la culture. Voilà. Les hébraïsants, les hébraïstes comme les yiddishistes. C'est quoi qui peut expliquer que des jeunes sionistes arrivés en Israël, en Palestine, excusez-moi, arrivés en Palestine en maîtrisant un hébreu beaucoup meilleur que les élèves issus du lycée Herzliya, qui étaient l'orgueil, qui étaient le joyau de l'éducation hébraïque en Palestine jusque... Comment ça s'explique? Les gens tenaient à la culture. À l'époque, ils pensaient que cela leur donnait une colonne vertébrale, que cela leur donnait une identité, que cela leur donnait un sens dans la vie. Voilà. Quant aux fondateurs, tu as parlé de plusieurs membres de la direction du YIVO. Est-ce que tu peux nous parler de ces principaux fondateurs, Max Weinreich, oui. Zalman Reisen peut-être, Elias Tcherikover aussi? Ben oui, et il y avait donc plusieurs personnalités. C'est le YIVO à New York aujourd'hui. Je t'attends juste pour montrer. Bon. Au départ, c'est pas là d'ailleurs qui s'est installé dans les années 20, mais aujourd'hui, c'est à cet endroit-là. C'est ce que je vous disais en introduction, au sud de Manhattan. On voit aussi toutes les archives qui sont très très bien rangées. Et voilà les fondateurs, avec Weinreich à gauche, Reisen à droite, et puis toute une équipe au milieu dont tu vas nous parler. Bon, mais j'ai parlé déjà de Zelik Kalmanovitch, historienne, mais aussi philologue et aussi traducteur. C'est à lui qu'on doit une très belle traduction du brave soldat Schweik en yiddish, par exemple. Et Max Weinreich, qui lui était linguiste de formation, il était né en Lituanie, mais je ne sais pas si on dit Courland aussi en français, dans une région qui était plus germanophone que yiddishophone. Et le yiddish, il le connaissait, mais un peu de loin dans son enfance. Et c'est assez caractéristique d'un certain nombre de bâtisseurs de la culture yiddish de l'époque, qu'ils n'étaient pas forcément
les enfants du peuple qui parle yiddish tout le temps et tous les jours. Il y en avait qui avaient une formation un peu plus éloignée du yiddish, mais par conviction, ils s'y consacraient plus tard. Alors Weinreich est un cas comme ça. Il a fait ses études en Allemagne et il a son doctorat en littérature, pas exactement littérature yiddish à l'ancienne, sur la recherche yiddish et sur les antécédents de la linguistique yiddish à partir du Moyen Âge. Et il a fait ça en Allemagne. Et après, il s'est établi à Vilna. Et c'est là qu'il a terminé son travail en Allemagne en 1923. Et en 1925, il est déjà à présider les réunions qui vont aboutir à la fondation du YIVO, qui a été abrité dans la toute première époque dans son appartement. Oui, donc la première maison du YIVO était la maison particulière de Max Weinreich. Par la suite, les locaux de la Commission centrale d'éducation et par la suite, le bâtiment dont on a déjà parlé. Et Zalmenreisen était... Un autre profil. Un autre profil, tout à fait, un autre profil. Lui, il était bien fils du peuple yiddishophone de Biélorussie. La preuve, ils étaient 4 frères et sœurs dans sa famille, et tant leur père qu'eux 4 étaient écrivains en yiddish. Donc, ça montre que là, il y avait des racines beaucoup plus profondes. Nous leur avons consacré toute une exposition à la Maison de la Culture Yiddish et toute une saison il n'y a pas longtemps. Et Zalmenreisen, il était journaliste, il dirigeait un quotidien yiddish à Vilna qui s'appelait Der Vilner Tag. Il était grammairien. Il avait déjà, à l'issue de la Première Guerre mondiale, il avait publié une première grammaire yiddish à l'usage des enseignants. Mais il avait 20 ans ou quelque chose comme ça. Il était peut-être un peu plus. Non, un peu plus. Il y avait déjà 30 ans. Ah. Son frère Avrum, il était de 1878. Il était bien plus jeune que lui, mais il avait déjà 30 ans, oui. Et à l'usage des écoles, des enseignants, parce qu'à Vilna, il y avait des écoles. Et donc une grammaire, il était grammairien, journaliste et historien de la littérature. Il a publié les œuvres yiddish d'Avrum Beir Gottlober, qui était l'un des pionniers de la littérature yiddish au XIXe siècle. Et il était aussi historien de la littérature au sens le plus contemporain, parce que c'est lui qui a composé le lexicon, c'est-à-dire le dictionnaire biographique des écrivains yiddish. Jusqu'à lui, il n'y avait pas un miroir où la littérature yiddish pouvait, disons, se compter et voir quelles sont ses troupes, quels sont ses acquis. Il n'y avait que des visions partielles. Et lui, il a réuni les biographies de tous, pas tous, mais la biographie du plus grand nombre d'écrivains yiddish du passé et contemporain, avec la bibliographie qui les concernait, avec tout ce qu'il fallait savoir, d'une façon que c'était aussi une manière de construire la conscience culturelle, qu'on puisse voir dans un seul ouvrage en plusieurs volumes, quelle est l'envergure, quels sont les acquis de la littérature yiddish. Et donc, Zalmenreisen, une toute autre... Donc, ce n'était pas lui qui orientait la recherche. Les buts de la recherche, les méthodes de la recherche, cette idée que la recherche yiddish doit servir à façonner la vie du peuple, ça venait de Max Weinreich. Mais beaucoup d'aspects ponctuels tout aussi importants venaient de figures comme Zalmenreisen ou comme Zelik Kalmanovitch et Tcherikover, qui venait de l'Ukraine et qui était historienne, qui a été celui qui a ramassé la plus importante documentation sur les pogroms d'Ukraine des années 1919,
1920-1921, des terribles pogroms et massacres. C'est lui qui, avant les Ivo évidemment, parce qu'il a fait ça en direct au moment où les événements avaient lieu, il a réuni cette immense documentation qu'il a ensuite apportée à Paris pour les procès de Schulem Schwarzbart, l'assassin de Semyon Petliura, qui était dans le gouvernement ukrainien au moment des pogroms. Alors, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Qui a fait des dizaines de milliers de morts. Et un juif ukrainien à Paris a tué Semyon Petliura, dont il n'est pas sûr qu'il était le plus grand responsable des pogroms, mais cet homme, Schwarzbart, voyait en lui le responsable des pogroms, et il l'a tué. Et donc, pour la défense de Schulem Schwarzbart, qui a été en effet absous, et Tcherikov a fait venir cette documentation qu'il avait réunie, et c'était lui qui présidait la commission historique du Ivo, sans résider forcément à Vilna. Il était un peu partout, il a été à Paris, justement, dans les années 20, dans les années 30 aussi. Ça c'est aussi anecdotique, mais aussi emblématique de comment travaillaient ces gens qui étaient au service du Ivo. Et en tant que chercheur pour le Ivo, Tcherikov, qui a été donc avec sa famille même à Paris pendant des années, il a préparé un grand travail collectif, finalement publié plus tard en 2 volumes, des recherches sur l'histoire des Juifs en France. Oui, écrites en yiddish, recherches menées en yiddish, mais pas forcément sur les Juifs yiddishophones en France, sur l'histoire des Juifs en France, remontant à plusieurs siècles avant. Et tout cela était prêt à être publié au moment où a éclaté la Deuxième Guerre mondiale. Et Tcherikov est parti avec son épouse de Paris à pied, sans autre bagage que les épreuves de ces 2 volumes qu'il a réussi à mener avec lui à New York et que le Ivo de New York a publié en 1942. C'est pour rappeler que le Ivo a aussi quelque chose à voir avec la France, avec Paris, et pas seulement parce que nous le rappelons aujourd'hui. Et c'est effectivement frappant de se rendre compte combien, en quelques années, cette culture a été, cet élan culturel a pu s'épanouir, alors qu'on sortait de la Révolution russe, de ces pogroms qui avaient complètement laminé la population juive d'Ukraine, et alors que très rapidement on commençait à monter à la fois des mouvements fascistes qui pouvaient être menaçants ou de très à droite en Pologne qui pouvaient être menaçants, et puis en Union soviétique, eh bien, un pouvoir qui, après avoir soutenu les minorités nationales, et notamment la minorité nationale juive, dans son rapport à sa culture, du moment que ce n'était pas un rapport religieux, évidemment, puisque c'était avec un point de vue communiste, eh bien, il va y avoir de grands changements. Mais alors, est-ce que, justement, tu peux nous dire comment se développe l'étude de la culture yiddish et la culture yiddish en général en URSS dans les années 20, en parallèle, alors en parallèle avec ce qui se passe à Vilnius. Oui. Bon, mais au début, c'est-à-dire dans les années 20, au début, surtout la première moitié des années 20, le développement n'est pas si différent que ça, parce qu'en Union soviétique, disons, il y a eu une évolution. Évidemment, le pouvoir communiste a pris son temps, et peut-être ce n'était pas son idée dès le début d'imposer une ligne particulière à la culture et à la recherche dans les sciences humaines. Probablement, ce n'était pas encore une idée complètement élaborée. Et là, cette idée, elle s'est imposée petit à petit. Et comme on dit, en mangeant vient l'appétit, en voyant qu'on peut encadrer, qu'on peut embrigader la culture,
l'envie de l'embrigader encore davantage est venue. Ce n'était pas une évidence au début des années 20 que ça devait évoluer comme ça. Et en effet, ça n'évoluait pas forcément comme ça. Donc, les buts de la recherche et l'idée de la recherche yiddish en Union soviétique au début n'étaient pas si différentes que celles du YIVO. Et en plus, il y avait l'appui de l'État, il y avait le financement public qui faisait une énorme différence. Et donc là-bas, il y avait plus de moyens, en fait. Oui, il y avait un budget. Il y avait une section d'études juives auprès de l'université à Minsk et à Kharkov, c'est-à-dire en Biélorussie et en Ukraine. Il y avait des chercheurs employés, bref, comme ça se fait dans les universités, quoi. C'était pas énorme, c'était pas brillant, mais il y avait tout de même un socle déjà très important. Et tu vois, Stif, qui était donc le pionnier de l'idée du YIVO, Nochem Stif, il passe 2 ans plus tard, il passe en Union soviétique parce qu'il a l'impression que la même activité de recherche qu'il a été en train de mener du côté polonais peut se mener mieux du côté soviétique. Et ce n'est que petit à petit que le pouvoir communiste a commencé à serrer les boulons et à voir d'embrigader toutes les activités, la littérature aussi, oui, jusqu'à ce qu'on en arrive au début des années 30 pour la littérature à ce célèbre slogan national dans la forme, mais socialiste dans le contenu. C'est-à-dire, on peut écrire en tchouf-tchouk ou en yiddish ou en tout ce que vous voudrez, tant qu'on dit la parole du parti. Mais ça a tardé une bonne décennie à cristalliser sous cette forme. Et de même pour la recherche. Et à partir de la fin des années 20, ça commence à changer. Au début, il y a des échanges. Les YIVO publient des travaux des chercheurs yiddish qui sont en Union soviétique. En Union soviétique, on publie parfois quelque chose d'un chercheur du monde yiddish qui est en dehors. Mais à un moment donné, les chemins bifurquent dans 2 sens. Tant que les YIVO, comme je l'ai dit avant, ils cherchent à essaimer dans le monde et tout simplement à organiser et à débattre ensemble avec les chercheurs juifs d'autres endroits comment et dans quel but et par quelle méthode travailler sur la recherche du monde ashkénaze surtout, tandis qu'en Union soviétique, de plus en plus, on se concentre sur, c'est-à-dire le pouvoir impose l'idée de la révolution dans un seul pays et la culture dans un seul pays. Donc, la culture yiddish, petit à petit, se voit encouragée à couper les liens avec le reste du monde yiddish. Ce qui était une évidence pour tous ceux qui écrivaient en yiddish, pour tous les journalistes, pour tous les enseignants, pour tous les chercheurs. Ce qui était une évidence que le yiddish à Johannesburg, à Buenos Aires, à New York, à Varsovie, à Vilna, c'était un seul monde où les choses bougeaient et se communiquaient. Alors, ça cessait d'être une évidence en Union soviétique. Et à ce moment-là, les études yiddish continuent en Union soviétique. Ce n'est pas qu'elles s'arrêtent, elles continuent, toujours en étant soutenues par le gouvernement, par le pouvoir, mais en s'opposant à ce que font les autres yiddishistes, c'est-à-dire les yiddishistes hors Union soviétique, parce qu'ils les accusent d'être bourgeois, ou même pas, ils vont même les accuser d'être fascisés. Fascisés ou fascisants, oui, tout à fait. Il y a un paradoxe intéressant. Nous savons et nous regrettons toute la longue guerre de l'hébréisme, des militants de l'hébreu et surtout
de l'hébréisme déjà installé en Palestine, et la longue guerre contre le yiddish qui a été douloureuse, injuste et tout ce que l'on veut. Mais en 1927, le secrétaire de l'Université hébraïque de Jérusalem, qui s'appelait, il s'appelait comme il faut, Har Zahav, c'est-à-dire Goldberg, oui, est venu en visite à Vilna et il a été au YIVO et il a laissé par écrit des paroles, on ne peut pas plus chaleureuses, pour souligner la fraternité entre les deux institutions qui font le même travail en deux langues différentes et en deux endroits différents. 3 ans plus tard, en Union soviétique, apparaît un article dont j'ai oublié l'auteur, mais un chercheur yiddish de l'Union soviétique, qui est celui, à Minsk, en 1930, celui qui lance ce mot, le yiddishisme fascisant et sa science, c'est comme ça que l'article s'appelle, et qui marque la coupure définitive entre ces deux pôles importants de la recherche yiddish. Bon, il faut dire que le pouvoir continue de soutenir la recherche yiddish en Union soviétique, mais en rétrécissant, en réduisant la voilure. Et donc les années 30 voient déjà le déclin. C'était les années fastes ont été les années 20, où il y avait aussi la liberté des chercheurs. Ils pouvaient encore se fixer des domaines de recherche. Disons, le pouvoir communiste ne prétendait pas encore orienter complètement et dans les moindres détails la recherche. Tandis que vers la fin des années 20, dans les années 30, c'est déjà la mainmise totale. Un baromètre ou un thermomètre de cette situation dans la recherche yiddish, on peut le trouver dans l'attitude envers la composante hébraïque du yiddish. Comme vous le savez, dans le yiddish, il y a un nombre énorme et fluctuant de mots d'origine hébraïque et qui occupent différents rôles dans la langue, qui appartiennent à différents niveaux, qui concernent différents sujets, mais il y a des milliers et des milliers et des milliers de mots yiddish qui sont dans la littérature, qui sont dans le langage populaire aussi, ça dépend lesquels. Et vers le début des années 30, on a commandé encore à Nochem Stief, qui est mort peu après, mais on a commandé à Nochem Stief un travail de filtrage. Quels sont les mots d'origine hébraïque qui appartiennent vraiment à la langue yiddish? Et il a abouti à un répertoire de 1000 mots. C'est-à-dire, les autres sont des mots archaïques, théocratiques, cléricaux et sionistes. Oui. Donc il y a un appauvrissement de la culture. Un appauvrissement, mais en même temps, le signe, comme je dis, le thermomètre de la coupure avec ce que la recherche yiddish faisait ailleurs. C'est le signe que la ligne du parti, le pouvoir, dicte absolument tout. Les objectifs, les méthodes et les conclusions de la recherche. Quand la Deuxième Guerre mondiale commence, la ville de Vilno se trouve dans une situation particulière. Mm-hmm. On va pas, parce qu'on pourrait en parler extrêmement longtemps et qu'il nous reste très peu de temps, mais est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe oui. assez brièvement, et puis je vous donnerai des références bibliographiques si ça vous intéresse pour voir plus. Déjà, à partir de 1920, Vilno était dans une situation particulière parce que c'était une ville lituanienne, historiquement peuplée par des Juifs et par des Russes et par des Polonais, et pas par des Lituaniennes, mais tout de même une ville lituanienne, prise par la force par les Polonais à la fin de la Première Guerre mondiale, peu après la Première Guerre mondiale, et qui est restée donc une ville polonaise, ce qui n'était pas si mauvais que ça pour le YIVO, parce que comme ça, il appartenait à un espace culturel et démographique plus important que s'il était resté une ville lituanienne dans la République de Lituanie, née après la Première Guerre mondiale. Mais au moment, en 1939, les Russes, l'Union soviétique
s'empare brièvement des Vilnes. Et entre octobre et novembre de 1939, donc peu après l'invasion hitlérienne en Pologne, les Soviétiques s'emparent des Vilnius, ou Vilne, ou Vilna, ou Vilna, et restent là exactement 40 jours. Ils la quittent et ils la cèdent à la République lituanienne, qui est neutre et qui, pour le moment, donc, est un havre pour les Juifs lituaniens et un refuge pour des dizaines de milliers de Juifs polonais qui fuient justement l'invasion allemande. Et donc, pendant 40 jours, le Yivo est sous le pouvoir soviétique. Et déjà, on voit lever la tête quelqu'un qui a joué un rôle funeste un peu plus tard, un certain Moïse Leder, qui était archiviste au Yivo, mais qui était un communiste fanatique et qui allait faire des... Il y avait de tout au Yivo. Il y avait de tout au Yivo, évidemment. Bon, au bout de 40 jours, elle devient lituanienne, et là, c'est Zelig Kalmanovitch. Les Soviétiques ont réussi en 40 jours, ils ont réussi à arrêter Zalman Reisen, qui lui était plutôt communiste, pas complètement, mais plus proche des communistes, et Josef Tchernykhov, le folkiste, qui n'était pas communiste du tout, mais qui avait excellé dans la défense des militants communistes persécutés par le pouvoir militaire polonais. Ils les ont arrêtés tous les deux et ils ont été fusillés par les communistes un peu plus tard. Donc, deux grandes figures du Yivo qui disparaissent et qui laissent pendant ces 40 jours le Yivo un peu à la dérive. Kalmanovitch n'était pas là, justement pour cela on ne l'a pas arrêté. Donc au moment où la ville retourne dans les Girondes de la Lituanie, c'est Kalmanovitch qui va diriger le Yivo pendant 6 ou 7 mois et qui va fixer de nouveau des lignes de recherche sérieuses, des plans de recherche. Mais de nouveau, l'Union soviétique s'empare de toute la Lituanie et elle en fait la 16e, je pense, république de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et donc, à partir de la mi-1940, c'est de nouveau une ville communiste, un pouvoir communiste. Kalmanovitch et d'autres sont écartés de la direction du Yivo, et c'est justement Moïse Leder qui prend la direction, qui va expurger la bibliothèque et les archives déjà. Bon, il ne va pas jeter au feu les livres qu'il condamne, mais ils seront mis à part, ils ne seront plus partie des collections qu'on met au service du public, et qui va écarter des chercheurs et des volontaires, etc., et qui va transformer l'Institut petit à petit, à marche forcée, en un institut stalinien qui arrête même d'utiliser la dénomination de Jiddische Wissenschaftliche Institut. Entre-temps, deux des dirigeants principaux du Yivo réussissent à s'installer en Amérique, à savoir Max Weinreich, qui arrive en mars 1940, et Tcherikover, lui aussi. Et c'est donc à ce moment-là que le Yivo américain prend les rênes et se proclame comme la centrale provisoire, mais le quartier général, le lieu central du Yivo. Entre-temps, donc, Vilne, qui est devenu de nouveau communiste, voit le déclin du Yivo réduit donc à encore un... Mais tout de même, il se passe des choses dans cet Yivo de l'époque communiste, parce que parmi les milliers et milliers de réfugiés juifs venant de Pologne qui ont trouvé un refuge temporaire seulement à Vilnius, beaucoup ont continué. Ils ne se sont pas arrêtés à Vilne, ils ont cherché à atteindre l'Amérique ou à atteindre n'importe quel autre coin du monde, plus loin de la Pologne déjà au pouvoir des nazis. Et c'est ainsi que
a joué ce rôle extraordinaire, le consul japonais à Vilnius, Sugihara, qui a donné des visas, comme vous le savez, à tant de milliers de juifs polonais, des passages à Vilnius et qui ont réussi à aboutir à Kobe ou à d'autres endroits au Japon. Oui. Mais il y en a qui sont restés parmi eux. Neuer Prelutsky, qui était l'un des pères fondateurs de la philologie juive avant les Yvo. Prelutsky, avocat en Pologne, déjà en 1912, avant la Première Guerre mondiale, il collectait et il publiait des volumes entiers des grammaires, linguistiques, folklore et philologie yiddish, des matériels tout à fait importants et qui nourrissent encore jusqu'aujourd'hui la recherche yiddish. Et donc une grande figure, et qui a coopéré avec les Yvo, mais sans quitter Varsovie, mais il était aussi parmi les figures du Yvo pendant l'époque d'épanouissement de l'Institut. Et lui, il est maintenant à Vilna, et pendant ces 6 mois, il est mis à la tête d'une section yiddish à l'université de Vilna, de la recherche yiddish au Yvo, et il réussit à faire des choses et surtout à tracer des grands plans des recherches, d'études, des formations des chercheurs, en pensant que la situation allait se pérenniser. Et elle ne se pérennise pas puisqu'il y a l'invasion allemande. Oui, en été 1941. Avec l'opération Barbarossa. Oui. Et alors à ce moment-là, est-ce que... Alors on va... Bon, à ce moment-là, l'histoire est peut-être plus connue. Il y a la création d'un ghetto à Vilnius. On en voit l'entrée sur l'image de gauche. Mm-hmm. Et les Allemands vont en fait confisquer ce qui se trouve, les richesses, les trésors du Yvo, et soit l'utiliser pour du recyclage, soit l'utiliser pour... C'est-à-dire, pour le recyclage, ça a été une conséquence, c'est pas forcément un sous-produit de la situation. C'est que les Allemands avaient en tête, c'est de fonder, mais je pense que tout le monde est au courant, fonder après la guerre, une fois qu'on aurait eu raison de tous les Juifs, fonder quelque part en Allemagne un institut pour, disons, pas pour l'histoire, mais quelque chose, montrer ce qui reste du peuple musée du peuple disparu. Il est particulièrement perverse parce que, effacer les Juifs, mais garder tout de même. Et c'est dans ces buts qu'ils ont détaché quelqu'un de leurs gens d'Allemagne pour venir écrémer les collections de bibliothèques yiddish de Vilna, pas seulement celles du Yvo. Il y avait la grande bibliothèque Strachun, et il y avait encore la bibliothèque qu'on appelait Mefice Askol, c'est-à-dire de la grande société avec son siège à Pétersbourg, qui existait en Russie tsariste depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, et qui était la société pour la diffusion de l'instruction parmi les Juifs, et qui avait aussi une énorme bibliothèque. La bibliothèque Strachun se trouvait sur la cour synagogale, et la bibliothèque de l'Association pour la diffusion de la culture se trouvait sur la rue Strachun. Et la bibliothèque du Yvo, donc 3 grandes bibliothèques juives, et avec leurs archives, leur documentation, leurs choses uniques, par milliers et milliers de pièces uniques, alors écrémer ces bibliothèques pour nourrir ce futur musée de la nation disparue. Et le tri se fait dans le bâtiment du Yvo, je crois, puisqu'on amène les collections de ces grandes bibliothèques dans les locaux du Yvo, et on emploie de façon forcée, bien sûr, des travailleurs du Yvo, des employés du Yvo, pour effectuer un tri, pour que les nazis puissent savoir quoi emporter pour le futur musée. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir des personnalités très courageuses qui vont décider de sauver ces
alors, il s'agit de livres ou d'archives. Il y a aussi des cahiers, il y a toutes sortes de choses. D'archives, évidemment. Et qui vont les cacher, soit en les confiant. Alors, il faut dire que le bâtiment du YIVO ne se trouve pas justement dans le quartier juif. Et donc, soit ils vont confier à des Lituaniens non juifs certaines choses pour qu'ils les cachent, soit ils vont les faire passer dans le ghetto. Pour l'essentiel, ils font passer dans le ghetto, ou peut-être dans d'autres caches aussi, mais pour l'essentiel dans le ghetto, ce qui était très risqué. Il n'y avait pas que les employés du YIVO, et un certain nombre d'intellectuels du monde yiddish ont été embauchés pour cette tâche qu'on a appelée la brigade du papier. Et on voit là d'ailleurs sur la photo Avrom Sotskever, un très grand poète yiddish, et sa femme, qui vont justement jouer un rôle très important dans cette brigade du papier. Oui. Et oui, alors c'est ainsi qu'ils ont sauvé une partie, mais une partie infime, des collections du YIVO, des choses qui avaient une valeur symbolique, mais ce n'était qu'une petite partie. Et d'ailleurs, tout ce qu'ils ont sauvé, tout n'a pas survécu à la destruction du ghetto de Vilna. C'est paradoxal, triste, ironie de l'histoire, mais la plupart des documents des collections du YIVO qui ont survécu sont celles que les Allemands ont embarquées dans des wagons de train vers l'Allemagne, mais la fin de la guerre a laissé ces wagons parqués quelque part, et c'est là où on les a retrouvés, et c'est là la grande quantité de documentation du YIVO qui est parvenue en première instance aux États-Unis grâce à l'intermédiation des forces américaines qui faisaient partie des forces qui occupaient l'Allemagne. Voilà, c'est-à-dire quand c'était en territoire américain, ça peut être récupéré, et on voit là, en 1947, des employés du YIVO, mais à New York, qui ouvrent justement des caisses d'archives, d'objets d'art parfois, de livres, qui ont pu être récupérés parce qu'elles avaient été saisies en Allemagne par les Américains. À l'intérieur, on trouve, là je vous ai mis par exemple le cahier d'un horloger, je crois que c'est du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, des livres, voilà, il y avait toutes sortes d'archives et d'objets. Voilà, on sait que le ghetto de Vilnius est détruit, le judaïsme d'une manière générale, le peuple juif est presque complètement éradiqué en Europe de l'Est, à 95% en Lituanie. Mais il y a des gens qui ont pu partir aux États-Unis, et le YIVO, puisqu'on se concentre aujourd'hui sur l'histoire du YIVO, existe à New York. Alors, qu'est-ce qu'il se donne comme tâche, juste après la guerre et dans les années 50, qu'il fréquente, et quel est son objectif, puisque ça a fatalement changé, puisque la population qui parlait le yiddish a très largement disparu. C'est vrai. Mais bon, le changement ou la prise de conscience du changement de la part des responsables de ces nouveaux YIVO américains, la prise de conscience est lente. Le changement aussi, il est lent parce que là, dans les années 40, il y a encore un public yiddishophone, yiddishiste important, très important. En Amérique, il y a encore 2 millions de juifs dont le yiddish est la langue quotidienne, et il y a encore cet élément politisé dans le sens des personnes qui portent une idée très haute de la responsabilité associative, qu'on doit faire des choses pour la vie juive au niveau communautaire, au niveau associatif, qu'on ne peut pas rester chacun dans son coin. C'est ça, une sorte de conscience politique qui vient de l'époque de la grande politisation de la jeunesse juive en Russie et en Pologne. Et cela est encore assez vivant en Amérique. Donc, à un premier moment, lorsque Max Weinreich et Tchelikov et d'autres, et ceux qui étaient déjà là-bas depuis un certain temps, Judel Mark, pédagogue, linguiste, grammairien, philologue, qui est arrivé dans les années 30, ou Schatzky, déjà mentionné, l'historien Schatzky, ou le folkloriste Kahn, qui sont là depuis plus longtemps encore, depuis les années
parfois en 1910, 1920, ils sentent encore un peu cette pulsation, ces frémissements populaires qui veut porter la recherche juive en yiddish au service des juifs. Affaibli, fissuré déjà, mais Weinreich, il pense sérieusement qu'on peut rebâtir un peu sur la même mentalité. Il l'écrit, il le proclame dans les discours qu'il prononce à différentes dates importantes pour l'évolution du niveau en Amérique. Et il pense encore à la possibilité de rebâtir une science juive dans le même esprit que celle qu'il avait développée, que le Yivot avait développée en Europe orientale. Et c'est un but qui donne ses fruits pendant une bonne décennie. Mais bon, après, c'est la réalité sociologique américaine, pas seulement l'évolution linguistique, le fait de l'assimilation linguistique des nouvelles générations juives américaines qui pratiquent de moins en moins le yiddish et de plus en plus l'anglais, et surtout la jeune intellectualité universitaire, ceux qui ont vocation à devenir chercheurs en ethnographie, en linguistique, en histoire, en tout cela, et qui ont maintenant une formation universitaire américaine. Évidemment, leur langue de travail sera de moins en moins le yiddish et de plus en plus l'anglais. Et disons que l'entourage populaire faiblit aussi. Le changement de mentalité qui avait commencé bien avant, mais il s'accentue. Et un symptôme de cela, si vous voulez, est le changement du nom anglais de l'Institut, parce qu'il s'appelle toujours Jiddische Wissenschaftliche Institut, mais jusqu'à, je pense, 1957, il s'appelait aussi Institute, excusez-moi ma prononciation de l'anglais, ce n'est pas une prononciation, c'est un massacre, mais quelque chose comme Institute for Yiddish Research. Alors qu'à partir de 1957, il s'appelle YIVO Institute for Jewish Research. Donc, le passage de Yiddish à Jewish est très significatif. Même si ça signifie la même chose. Ça signifie partiellement la même chose, parce que la mentalité du Yivot, justifiée par les circonstances de son temps, était recherche yiddish, faite en yiddish, pas exclusivement dans les publications du Yivot de Vilna, dont je n'ai pas parlé, je ne peux pas du tout parler du tout, mais il y a eu dans les 20 000 pages d'imprimés publiés par les Yivot dans les domaines de la philologie, de l'histoire, de l'économie, de la sociologie, de la pédagogie. Et il y a eu aussi des travaux traduits, évidemment. Il y avait des chercheurs qui écrivaient en polonais et on les traduisait en yiddish, des chercheurs qui avaient écrit en allemand et on les traduisait en yiddish. Mais l'idée centrale et l'acquis central était recherche faite par des chercheurs yiddishophones, par le moyen du yiddish, écrite en yiddish, publiée en yiddish, pour être lue et étudiée par des lecteurs et des chercheurs en herbe qui parlent et qui lisent en yiddish. Oui. Alors cette idée, évidemment, elle a dû reculer. Elle a reculé et alors peut-être qu'il y aura des questions et qu'on pourra en parler davantage, mais là on va s'approcher de notre époque pour pouvoir conclure. À partir du moment où il n'y a plus ces chercheurs yiddishisants ni ce mouvement populaire pour soutenir ces recherches en yiddish, que va devenir le Yivot? Qu'est-ce qu'on y trouve aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on y fait? Qui le fréquente? Je peux peut-être vous montrer de photos qui vont nous permettre d'étayer notre propos. Le Yivot, depuis des décennies et des décennies, il y en avait déjà dans les années 80, organise des universités de yiddish pour pouvoir apprendre le yiddish. Alors on voit là à gauche une classe d'un programme d'été du Yivot. Je me suis permis d'afficher à droite une photo de
notre dernière université d'été à la Maison de la Culture Yiddish, à droite, voilà, dans la mairie du 10e arrondissement. Il y a des programmes qui se développent pour apprendre le yiddish pour des jeunes générations dont c'est plus la langue depuis longtemps. On ne va pas réduire tout de même tous les acquis du YIVO en Amérique. Non, bien sûr. Il y a eu c'est un exemple, une illustration. Plusieurs dizaines de volumes de YIVO-blätter publiés encore en yiddish à New York aussi pendant quelques 40 ans. Hein? Et à partir de 1940 et jusqu'à la fin des années 70, on a publié d'abord annuellement et plus tard un peu plus espacé, mais des bons volumes avec des travaux de recherche en yiddish et parallèlement les annales du YIVO en anglais qui ont continué une fois que la publication en yiddish s'est arrêtée. Et des livres en yiddish, des livres en anglais, non, il y a eu un travail tout à fait important, mais disons l'idée, la mentalité différente. Aussi, le YIVO à Vilna, il n'imposait pas les objectifs, les domaines de recherche, mais il discutait avec les chercheurs, il promouvait. Lorsque je parle trop, je commence à perdre le langage. Et l'idée qu'il voulait faire avancer était que la recherche, bien que choisie par chaque chercheur individuellement, mais qu'elle serait en quelque sorte orientée par la discussion entre les chercheurs, qu'il y aurait une interaction, quelque chose de collectif. Le YIVO de New York, même pour les travaux de grande valeur, en yiddish ou en anglais, mais il a aussi renoncé à cette idée d'avoir une espèce de conception de la recherche juive qui serait plus ou moins partagée par tout un collectif de chercheurs. C'est-à-dire que maintenant, c'est un lieu qui est extraordinaire pour des chercheurs, pour des individus qui vont chercher, on a montré tout à l'heure une image des collections du YIVO, qui vont chercher des archives, faire des recherches généalogiques, chercher des informations parfois extrêmement précises sur des endroits, petits ou grands, en Europe de l'Est et sur des éléments de culture ashkénaze. Ils vont trouver énormément d'informations. YIVO, qui a fait un travail d'archivage, de catalogage, de numérisation absolument extraordinaire et essentiel pour tous les chercheurs aujourd'hui qui s'intéressent à cette question. Et il y a par ailleurs, c'était l'objet de ces photos, une activité pédagogique, d'enseignement du yiddish. Voilà. C'est vrai, mais le YIVO, aujourd'hui, il emploie aussi, je ne sais pas combien de gens il emploie, mais certainement il y a plusieurs dizaines de personnes qui travaillent au YIVO. Et il faut dire que même au YIVO soviétique de Vilnius, il y avait encore quelques 60 employés. C'était pas, même à l'époque de son déclin forcé, c'était encore un centre important. Mais dans le YIVO actuel, il faut chercher l'interlocuteur avec qui on peut parler en yiddish. C'est vrai, mais on a quand même accès à un matériau extrêmement bien organisé. Le travail de conservation était génial. Et il y a aussi des programmes pour faire connaître cette culture avec des expositions. Voilà, il y a une programmation culturelle. Même en anglais, il y a certains acquis qui sont uniques. L'encyclopédie du YIVO, l'encyclopédie du judaïsme de l'Europe orientale, en anglais, est un ouvrage extraordinaire. Ce sont 2 gros volumes. Et c'est très important, ça a été fait il y a 20 ans, quelque chose comme ça, sous la direction d'un chercheur qui connaissait très bien le yiddish et le monde de yiddish, Gershon David Hundert, et avec la coopération de plusieurs savants qui maîtrisent le yiddish, mais aussi d'autres qui maîtrisent d'autres domaines. Et non, mais les acquis sont importants, je ne les minimise pas du tout, au contraire. Mais simplement, l'esprit du travail a changé. Merci beaucoup, Yitzhak. Merci à toi. Merci à vous. Et
Est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps pour prendre des questions, s'il y en a? Oui. Je ne sais pas s'il y a un... Ah, pardon. Merci. Là-bas, à votre gauche. Merci beaucoup. J'ai une question sur les collecteurs et la géographie de leurs études en particulier. Est-ce qu'il y en avait en Union soviétique et si oui, jusqu'à quand? Non, non. L'idée des Sammlers, des collecteurs, a été une idée particulière du JIVO de Vilna. Et c'est évident que des gens ont participé aussi au moment où on menait la recherche linguistique, par exemple folklorique, en Union soviétique. Évidemment, il y a eu des informateurs qui ont été interviewés. Et peut-être plus probablement par des visites sur le terrain des chercheurs formés, parce que là, cette possibilité existait. Et tandis que là où il n'y avait pas moyen de financer le travail de terrain par des chercheurs, ils ont eu cette idée de former les collecteurs. Donc c'est plutôt quelque chose qui a compris le territoire de la Pologne et de la Lituanie. C'est là où le travail a été fait pour l'essentiel. Il n'y a pas eu de recherche ethnographique menée en Union soviétique? Et recherche ethnographique, il y en a eu de recherches ethnographiques antérieures même, c'est la célèbre expédition de Heinsky. Mais oui, il y a eu des recherches, mais j'insiste, ce n'était pas cette forme organisée, c'était vraiment instruire des centaines de personnes pour qu'ils sachent demander, qu'ils sachent noter, qu'ils sachent classer des informations, qu'ils sachent conserver des documents. Ce n'est pas une connaissance qu'on a naturellement. On ne sait pas interroger quelqu'un pour recueillir des données sur son langage. On ne sait pas ce qu'on fait avec un document lorsqu'on le reçoit. On ne sait pas nécessairement comment demander lorsqu'on fait connaître des traditions, des coutumes, des histoires. Il faut savoir poser les questions. Et c'est ça, les chercheurs ont développé leurs techniques, leurs méthodes, et tandis que pour cet endroit spécifique où il n'y avait pas le moyen de financer, je ne suis pas au courant de tout ce qu'on a fait en Union soviétique, et je n'écarte pas que certaines sortes de travail du même type aient été développés aussi là-bas, mais certainement pas dans l'abondance, dans l'importance que cela a eu autour du JIVO de Vilna. Merci beaucoup. Je voulais vous demander comment l'État d'Israël a vu le JIVO, comment ses relations éventuelles avec le JIVO ont évolué. On peut imaginer qu'à certains moments, ça a été quand même très compliqué entre Israël et le JIVO, entre l'hébreu et le yiddish. Oui, bon, l'État d'Israël n'a surgi que 23 ans après la naissance du JIVO. Donc, il y a un certain décalage. Et si on parle de l'attitude des instances juives en Palestine, non, les instances ne voyaient pas d'un bon œil le JIVO. Individuellement, oui, je vous ai dit, même le secrétaire de l'Université de Jérusalem a écrit ces mots chaleureux pendant sa visite au JIVO, et comme lui, d'autres chercheurs qui étaient à Jérusalem, qui avaient déjà coopéré avec, avec les antécédents du JIVO. Je vous ai parlé des publications antérieures. Sans aller plus loin, vous avez un certain Zalman Shazar, qui a été le 3e président de l'État d'Israël et qui a été un chercheur en philologie yiddish bien avant. Il était
un politicien sioniste, mais il était un chercheur du yiddish. Et il a publié dans les publications du YIVO, mais à titre individuel, où Moshe Altbauer, un autre philologue important qui a passé à Jérusalem dans les années 30, il a continué à coopérer, à écrire, à contribuer aux publications philologiques du YIVO, et c'était la chose la plus naturelle du monde. Et on peut trouver Daniel Leibel, militant du sionisme laboriste, établi aussi depuis longtemps en Palestine. Il écrivait, il coopérait avec les publications du YIVO, mais c'est plutôt à titre individuel. À titre officiel, les instances sionistes, les instances du Yishuv, comme on disait, n'avaient aucune sympathie pour aucun travail culturel yiddish qui se faisait, je ne parle pas qui se ferait en Palestine, où il ne se faisait pas parce qu'il était empêché d'être fait, mais n'importe où dans le monde, ça ne comptait pas avec l'appui des... Bon. Après, les choses, évidemment, ont changé. Et Max Weinreich, qui était donc le directeur du YIVO en Amérique, on lui a proposé la chaire de Yiddish qui a été fondée à l'Université de Jérusalem en 1950. Il n'a pas accepté. Il a trouvé que son travail au YIVO l'intéressait davantage, où il a pressenti que le rôle d'une chaire Yiddish à Jérusalem, plutôt que d'évoluer et de grandir, allait rétrécir, et en effet, c'est ce qui est arrivé. Et il a refusé, mais on le lui a proposé. C'est-à-dire qu'au moment où l'idée d'enseigner le yiddish à Jérusalem, une idée qui avait été rejetée violemment dans les années 30, parce qu'il y a eu des mécènes juifs américains qui étaient prêts à financer une chaire de yiddish à Jérusalem, et à la financer généreusement, mais l'université de l'époque, et pas que l'université, toute l'intellectualité hébreu du Yishuv s'est levée comme un seul homme pour dire que c'était, comme on dit, Pesel Bahechal, une idole installée en plein temple de Jérusalem. Oui. Mais 20 ans plus tard, les choses avaient évolué et l'université voulait une chaire de yiddish. Elle n'a pas hésité à la proposer à Weinreich. Weinreich a refusé, et c'est alors que c'est un intellectuel, un brillant intellectuel du Yishuv lui-même, Dov Sadan, qui a pris cette chaire et qui a mené son travail très très bien, mais simplement, ce n'était pas prévu que ça devait évoluer et grandir. Et il a donné ce qu'il a donné. Il n'existe plus vraiment la chaire de yiddish. Il y a un poste de yiddish, mais il n'y a pas une chaire de yiddish à Jérusalem. Oui. Il y a une question au troisième rang. Merci beaucoup. Moi, j'avais deux questions. Vous l'avez évoqué en partie. Question sur le financement aux États-Unis. La communauté juive américaine, comment c'était financé à Vilnius comment ils trouvaient des financements? Vous avez plusieurs fois dit qu'il y avait peu d'argent. Et la deuxième question, on pourrait dire qu'aujourd'hui, si on compare ce qui se passe aujourd'hui dans l'université, c'est un laboratoire en sciences humaines, un centre de recherche. Est-ce qu'il y avait, par exemple, des conférences, des séminaires qui étaient organisés pour les non-chercheurs à Vilnius, et peut-être à New York aussi? On n'avait pas vraiment besoin de conférences pour les non-chercheurs organisées par le YIVO, parce que la vie culturelle juive et la vie culturelle yiddish à Vilnius, et d'ailleurs à Varsovie, à Łódź et à plusieurs autres endroits en Pologne, étaient si riches. Et on invitait les chercheurs du YIVO pour parler d'histoire, pour parler de littérature, pour parler d'autres choses à différents endroits. Mais il y avait des dizaines de forums où la population juive pouvait suivre en yiddish et aussi dans d'autres langues des enseignements, des conférences, des séminaires
de tout ordre. Donc, on n'avait pas besoin que le YIVO lui-même les organise. Et ce qui est différent maintenant en Amérique, évidemment. Et pour le financement, j'insiste, c'était un financement très étriqué et il dépendait en beaucoup de l'aide extérieure, notamment américaine, mais bon, on dit en yiddish que pour la malchance, il faut aussi avoir un peu de chance. Et la chance, en l'occurrence, a été que les dollars étaient extraordinairement forts en Pologne. Donc, une centaine de dollars pouvait vraiment sauver l'économie d'une famille pendant toute une année. Et bon, alors, si les travailleurs, c'était les travailleurs, yiddishistes en Amérique, et parfois des riches aussi, mais surtout les travailleurs. Par exemple, le Arbeiterring, la grande fédération des syndicats juifs en Amérique, qui fonctionnait beaucoup en yiddish à l'époque, ce n'est plus le cas, mais fonctionnait surtout en yiddish à l'époque, et il collectait tous les ans, dans les années 1920-1930, de l'argent pour les écoles laïques yiddish en Pologne. La meilleure année avant la crise de 1930 qui a vu les contributions chuter, la meilleure année a été de 70 000 dollars. Et c'était énorme. Ça a aidé à exister une bonne centaine d'écoles de Tzischo en Pologne. 70 000 dollars. Évidemment, le dollar valait dans l'absolu en Amérique aussi, beaucoup plus. Mais en Pologne, 70 000 dollars, c'est un pactole. Et donc, cette chance dans la malchance a permis que le YIVO de Vilna vivote et publie, j'insiste, 20 000 pages de travaux scientifiques de première qualité. Ce n'est pas une mince chose. Et la aspirantur, c'est-à-dire cette sorte de cours supérieur pour la formation des chercheurs, et ce n'est pas non plus n'importe quoi. Tout cela coûtait de l'argent. Et tout cela, et la bibliothèque, et tout de même avec 6 mois de retard, mais les bibliothécaires et les archivistes touchaient parfois quelques sous, et tout cela, les YIVO a réussi à la ramasser. En Amérique, c'est autre chose, évidemment, des projets conjoints avec des universités, des subventions importantes jusqu'à dernièrement. L'époque actuelle, peut-être, va sonner le point final aussi du grand fonds national américain pour les sciences humaines, National Endowment Fund for Humanities, qui a financé des projets du YIVO généreusement pendant des décennies en Amérique. Bon, mais ça, c'est une autre paire de manches. Et des mécènes juifs qui en Amérique existent et qui peuvent. Une dernière question. Il n'y a pas de dernière question. Sido, Fabirido. En fait, j'ai plusieurs questions. Une, est-ce que la liste faite par Nurem des 1000 mots qui restaient, est-ce qu'on peut la trouver quelque part, Nurem, oui. La liste des mots d'origine hébraïque. Tout à fait. Enfin, hébraïque. Où est-ce qu'on peut la trouver? Oui. Steve était le directeur d'une publication consacrée à la philologie yiddish qui s'appelait dans les années 20 Yiddische Sprach, et à la fin des années 20 ou début des années 30, il a dû changer par auf ein Sprachfront, donc au lieu de langue yiddish, sur le front de la langue. Vous voyez les changements aussi d'attitude dans ces changements de titre. Et c'est dans l'un de ces numéros que nous avons à la bibliothèque Medem, qui a été imprimé son répertoire de 1000 mots. D'accord. Est-ce que c'était la demande consistait à trouver les mots d'origine hébraïque ou Lushan Kodesh, qui n'est pas pareil? Enfin, non. Pour moi. Bon. Dans Lushan Kodesh, il y a la notion de Kodesh. Et peut-être c'est la raison pour laquelle... Alors, c'est tout le problème de la traduction. C'est la raison pour laquelle, peut-être, je ne sais pas, c'est une question,
il n'en a retenu que 1000. Parce que Lushon Kodesh, ce n'est pas ivrite. Enfin, bon, à mon Ivrite sens. à l'époque, de toute façon, c'était pas encore Non, ce que mais c'est devenu justement. plus tard. Mais aujourd'hui, bon. Oui, non, mais, Alors, non, je mais ne sais pas, c'est une question. Vous avez raison J'ai une autre d'utiliser question. le mot Lushon Kodesh, Non. mais ce n'est pas tellement le mot Lushon Kodesh que le fait que beaucoup du vocabulaire d'origine hébraïque en yiddish porte les traces du rôle de ces mots, d'une partie de ces mots dans la vie religieuse, dans la pratique religieuse. Mais le yiddish a opéré un travail de neutralisation énorme, pas voulu, un travail qui s'est fait de lui-même par lequel des centaines de milliers de mots d'origine hébraïque ont pris un rôle neutre, plus religieux, plus juif même. Et en 1926, on a publié en Union soviétique 5 ou 6 volumes des œuvres complètes de Vladimir Ilyich Lénine en traduction yiddish. Des traducteurs excellents, des grands connaisseurs de la langue russe. Il y avait des gens d'un grand calibre. Ce n'est pas parce que c'est la Russie communiste que tous sont devenus de la nuit au lendemain, tous sont devenus des petits gnomes rouges. Non, il y avait une classe intellectuelle puissante, il y avait des grands connaisseurs. Mais j'ai eu le caprice de compter la proportion des mots d'origine hébraïque dans la traduction des œuvres de Lénine, qui ne parlent pas d'histoire des familles, qui ne parlent pas des calomnies de la bourgade, qui ne parlent pas d'amour, qui parlent de politique, économie, statistiques. Il y a plus de 10% de mots d'origine hébraïque, parce que c'est la langue. C'est-à-dire, les mots que Stif a été forcé d'expurger n'étaient pas vraiment Lushon Kodesh. C'était des mots d'origine hébraïque usuels dans la langue yiddish pour parler de toutes choses, y compris d'économie politique. Oui, des images aussi qui sont dans le vocabulaire politique. Peu importe qu'il y ait eu quelque part dans l'histoire une connotation liée à la religion. Si je veux dire, par exemple, qu'une certaine section du mouvement a décidé de s'organiser à part du courant central du mouvement, je peux dire, ils ont gemacht Shabbos für sich. Ils ont fait le Shabbos pour eux-mêmes. Ça n'implique pas une idée théologique ni cléricale. Ça ne prône pas la pratique du Shabbos ni l'observance des rites sabbatiques. Ça dit seulement, ils ont fait une chapelle séparée. Comme la chapelle ne nous force pas d'aller à l'église. Oui. Et voilà. Et donc, c'est le vocabulaire de cet ordre aussi qui a été banni par la ligne du parti. Mais on peut voir ce qui est resté, ce qui... Oui, par rapport aux œuvres de Lénine, il a été très appauvri, le répertoire de Stif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie, de nous avoir laissé déborder un petit peu.